Mes chers compatriotes, nous sommes le 5 novembre 2023 et je prends la parole pour vous parler de ce qui se passe à l'est de l'Europe, en Ukraine, et des conséquences que cela va avoir pour l'Europe et en particulier pour la France. On a appris hier par le média américain NBC News que des émissaires de très haut niveau américains et européens seraient allés voir le président Zelensky en Ukraine pour lui dire qu'il allait falloir maintenant commencer à négocier avec Vladimir Poutine et avec la Russie et voir ce que l'Ukraine devra céder pour arriver à la paix. Alors j'insiste sur cet événement charnière. C'est d'un seul coup tout le narratif que l'on nous a raconté depuis le 22 février de l'année dernière, depuis 1 an et demi, qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. On nous a expliqué que la Russie allait être battue, écrasée, que c'était une puissance en fin de course. On nous a expliqué que Vladimir Poutine souffrait des 10 plaies d'Égypte, qu'il avait à la fois un cancer du poumon, un cancer de l'œsophage, un cancer des os, un cancer du pancréas, qu'il avait également la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qu'il avait les pieds plats, un complexe de supériorité. En réalité, Vladimir Poutine est là et bien là, et il est en train de triompher de la coalition imposée par les États-Unis au monde occidental. Puisque je rappelle quand même que d'un côté, nous avons la Russie, avec l'aide en matériel militaire de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Iran, mais ce sont des aides sur quelques matériels comme des drones, des choses comme ça. Mais le gros de l'effort de guerre repose sur la seule Fédération de Russie. Et face à ce pays, qui entretient un front de 1200 kilomètres de long, à peu près la distance de Lille à Marseille, le front, il y a les États-Unis d'Amérique et l'OTAN, c'est-à-dire une trentaine de pays qui sont là face à la Russie. On nous a expliqué qu'il s'agissait d'un combat du bien, c'est-à-dire les Occidentaux contre le mal, la Russie. On nous a expliqué que Vladimir Poutine, c'était quasiment Hitler en personne, qu'il avait sauté sur l'Ukraine un peu comme le grand méchant loup sur le chaperon rouge. On nous a expliqué qu'après l'Ukraine, après la Crimée et le Donbass, il voudrait l'Ukraine, puis la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France. On nous a expliqué que l'Ukraine était le rempart de notre démocratie. On nous a expliqué qu'il fallait consacrer tout l'argent possible jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. On nous a imposé des sacrifices énormes, des dizaines de milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Europe. En France, on a consacré des milliards d'euros qu'on a envoyés au régime de Volodymyr Zelensky. Régime d'ailleurs corrompu jusqu'à l'os, noyauté par des mouvements néo-nazis. Nous avons envoyé des armes qui nous manquent maintenant, notamment si nous devons être présents au Proche-Orient. On nous a expliqué que la victoire était au bout du chemin. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'au bout d'1 an et demi, d'un seul coup, le narratif s'effondre. Alors je suis en colère, une colère froide et résolue, et très triste. Parce que ça nous en apprend beaucoup, non seulement sur le monde, la géopolitique mondiale, mais aussi sur la façon dont fonctionne la France. En réalité, l'ensemble des médias français se sont comportés comme des médias d'opinion, faisant un lavage de cerveau, comme des médias qui ne respectent absolument plus la charte dite de Munich de 1971 qui fixe l'éthique du journalisme. Nous avons eu tout ce que l'on appelle les médias mainstream rivaliser à qui inviterait tel ou tel général en retraite ou tel pseudo-spécialiste qui nous expliquait que la Russie n'en avait plus que pour quelques semaines. Les propos divergents étaient quasiment inexistants, ou alors quand ils donnaient lieu à quelques minutes,
on invitait tel ou tel expert qui parfois pouvait paraître de parti pris, comme par exemple un représentant de l'ambassade de Russie. Mais jamais les médias n'ont fait leur devoir. J'entends les grands médias, je ne parle pas de la sphère Internet. Jamais les grands médias n'ont fait leur devoir qui était d'expliquer au peuple français la réalité de la situation, expliquer que le conflit n'a jamais démarré le 22 février 2022, qu'il puise ses racines anciennes jusqu'au XVIIIe siècle, qu'il puise ses racines plus récentes au début du XXe siècle avec la création de l'Ukraine, qui est un pays composite, voulu par Staline, mélangeant des populations qui se détestent. On a fait comme si la révolution du Maïdan n'avait pas existé, comme si les accords de Minsk n'avaient pas existé. On a voulu défendre aux yeux de l'opinion publique française un narratif qui est exactement celui voulu par l'État profond américain et par le clan Biden corrompu jusqu'à l'os, puisque l'on sait que le président Biden, son fils Hunter Biden, ont parti liés avec notamment une entreprise ukrainienne qui s'appelle Burisma et ont obtenu des millions de dollars de corruption. Les médias français n'ont pas joué le jeu qu'ils doivent jouer dans une démocratie. Dans une démocratie, on doit inviter dans les grands médias toutes les personnes qui ont un avis important et intéressant et autorisé à le formuler, quel qu'il soit. En particulier, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été invité, depuis le début de ce conflit, dans un média mainstream français, à la seule exception d'André Berkoff, sur Sud Radio, que je voudrais remercier ici. Et comme je fais des analyses dont tout le monde s'accorde à penser qu'elles sont quand même fort intéressantes et assez explicatives de la réalité, eh bien, j'ai fait des vidéos qui ont dépassé des centaines de milliers de vues. Une vidéo sur l'histoire, la longue histoire de l'Ukraine et de la Crimée, qui remonte à Catherine de Russie, qui remonte au XVIIIe siècle. Cette vidéo a dépassé les 600 000 vues. Une vidéo sur le discours que les Français attendraient d'un président de la République à l'OTAN a dépassé 1 million de vues. Des vidéos que j'ai faites sur le conflit en Ukraine ont dépassé 1 400 000 vues. Aucun responsable politique français, aucun dirigeant de parti n'a fait autant de vues que moi. Est-ce qu'il est normal dans une démocratie qu'un responsable politique qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui a représenté un score de 1,2% aux dernières élections européennes, ce qui n'est pas beaucoup certes, mais ce n'est pas zéro, surtout quand on voit que je n'avais accès à aucun média, est-ce qu'il est normal qu'aucun des grands médias mainstream n'ait songé, parmi les dizaines de personnes qu'il faisait venir, à m'inviter pour que j'explique aux Français quelles étaient les racines de ce conflit, quels étaient les risques que nous courions. Il en est de même d'ailleurs sur le narratif concernant l'explosion de Nord Stream. Alors, le problème que nous avons en France, c'est que les grands médias n'exercent plus le rôle qui devrait être le leur dans une démocratie. Ni d'ailleurs les médias radio et télévisés, ni la grande majorité des médias écrits. C'est un constat qui maintenant saute aux yeux. Or, cette situation est d'autant plus dramatique que, bien entendu, elle est intégrée dans les calculs politiciens des autres partis politiques. Puisque les autres responsables de partis se sont tous couchés devant l'omnipuissance médiatique et devant l'intimidation des médias. Cela me fait penser à une anecdote de Charles Pasqua, près duquel je travaillais il y a une vingtaine d'années, et qui m'avait dit un jour, en parlant de la scène politique française, sur un ton très désabusé, puisqu'il était en fin de carrière, il m'avait dit « Mais François, vous savez, ils n'ont d'idée sur rien. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur carrière. » Eh bien, nous en sommes là.
Nous en sommes là parce que toute la classe politique française, du moins celle qui a accès aux grands médias, a tout entière entonné le même chant, la même chanson. Anti-Poutine, pro-Zelensky. Alors bon, Macron, on peut presque le lui pardonner, puisque tout le monde a compris qu'il ne dirige plus rien, que c'est un pantin, c'est un fantoche, dans la main de ceux qui l'ont catapulté à l'Élysée en manipulant l'élection de 2017 et de 2022. Mais les opposants, les prétendus opposants, je voudrais m'adresser ici à Madame Le Pen. Tous les Français, Madame Le Pen, vous ont vu lors du débat du deuxième tour de 2022. Au moment où l'affaire ukrainienne est arrivée sur la table, vous avez approuvé totalement ce que faisait M. Macron. Doit-on aider davantage l'Ukraine et lui livrer des armes? Faut-il aller plus loin? D'abord, permettez-moi d'évoquer ce soir, devant les millions de nos compatriotes qui nous regardent, ma solidarité et ma compassion absolue avec le peuple ukrainien. Je considère que l'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. J'avoue que les efforts, M. Macron, que vous avez développés pour tenter de trouver, au nom de la France, les moyens, les voies de la paix, méritent d'être soutenus. Totalement approuvé la politique de Macron, c'est-à-dire en fait la politique exigée par l'Empire américain, et vous le savez, et c'est pour ça que vous l'avez approuvée. C'est parce que vous n'avez aucun courage. En fait, vous avez approuvé la politique de suivisme et de soutenir l'Ukraine. Vous n'avez d'ailleurs jamais demandé à l'Assemblée nationale l'application de l'article 35 de la Constitution qui fait obligation au bout de 4 mois d'avoir un débat, une autorisation donnée par le Parlement à l'exécutif, mais de poursuivre ou non un effort de guerre à l'étranger. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Votre président du Rassemblement national, M. Bardella, s'est complètement couché, s'est même vautré, du haut de ses 28 ans et de sa totale inexpérience en matière internationale. Il a eu droit à tous les médias pour expliquer que la France avait été beaucoup trop naïve vis-à-vis de Vladimir Poutine et pour soutenir l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Pourquoi il dit ça? Parce que il sait que sa carrière en dépend. Il sait que s'il veut être un futur Macron en 2027, il ne dédaignerait peut-être pas de piquer le poste de candidat à Madame Le Pen, ou si pas en 2027, en 2032, il sait qu'il faut qu'il joue le jeu des médias. Il rampe devant l'Empire américain. Donc de tout Paris, on le sait. On sait que ce monsieur a été pris en charge par l'État profond américain. Et Éric Zemmour, que l'on nous présente comme le principal des opposants, mais Éric Zemmour, c'est pareil. Il s'est rangé lui aussi derrière le narratif américain. Lui aussi soutient l'Ukraine, alors même que le régime de Kiev est un régime qui glorifie constamment le nazisme, glorifie Bandera, glorifie les Waffen-SS. Et puis les autres, Édouard Philippe, n'en parlons pas, il a été Premier ministre. Il partage totalement la même politique vis-à-vis de l'Ukraine. Et si parler de la gauche, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure, les gens de EELV, tout ça c'est du pareil au même. Ils ont exactement le même discours. Il n'y a guère que Mélenchon qui a un discours légèrement différent, mais pas tellement. Puisqu'en fait, LFI et Mélenchon soutiennent également l'Ukraine contre la Russie. Et tout ceci, pourquoi? Tout ceci parce que nous avons une classe politique qui, comme me l'avait dit Charles Pasqua il y a une vingtaine d'années, ne cherche plus qu'une chose, c'est sa carrière. Il ne cherche pas la vérité, la réalité. Il ne cherche pas à deviner ce qui va se passer. Il ne cherche pas les intérêts de la France. Non, ce sont des intérêts à très court terme, leurs pommes en fait. C'est d'eux qu'il s'agit. Alors le résultat, c'est un désastre. Et le désastre, il est sur la table. Parce que les Américains ont bien compris que c'est fini maintenant. La contre-offensive ukrainienne
pour laquelle l'Occident a envoyé des dizaines de milliards de dollars ou d'euros, plus du matériel militaire, les fameux chars Léopard 2 allemands. La France a envoyé une quantité de matériel dont on ne parle plus d'ailleurs, qui a été détruit. Cette contre-offensive, eh bien, a échoué. Et maintenant que l'hiver arrive, ça va être encore pire. À ceci s'ajoute une deuxième raison fondamentale, c'est le conflit qui vient d'exploser au Moyen-Orient, avec l'attaque du Hamas contre Israël et les suites qui en découlent, avec un risque d'embrasement général du Moyen-Orient qui fait que les États-Unis ont dépêché 2 porte-avions, que la France et M. Macron, tel blablator, comme on le surnomme maintenant, c'est-à-dire il ne fait qu'une chose, c'est blablater. M. Macron a essayé de s'inviter, il jouait les importuns, personne ne voulait le recevoir. Après, il a annoncé à grand son de trompe qu'on allait envoyer un navire pour une espèce de navire hôpital. Vous avez vu le désastre. On apprend que la seule chose qu'on a réussi à envoyer, c'est un navire qui est capable de soigner 4 blessés. Mais quelle honte! C'est l'état dans lequel M. Macron a laissé l'armée française, avec la complicité totale d'Édouard Philippe, de M. Castex, de Mme Borne, avec la complicité totale de M. Le Maire, en tant que grand argentier, avec la complicité totale de M. Lecornu, le ministre de la Défense. Passez-moi cette expression un peu familière. En plus de ça, il la ramène. Quand on n'est pas capable d'envoyer autre chose qu'un navire soignant 4 personnes, alors même que l'on compte par centaines les morts en ce moment à Gaza, notamment de femmes et d'enfants, et par milliers le nombre de morts depuis le 7 octobre, on se tait. On a au moins la pudeur de se taire. C'est la deuxième raison, c'est ce deuxième front qui vient d'apparaître. Et puis la troisième raison, qui est américano-américaine, c'est qu'aux États-Unis comme en Europe, une grande partie de l'opinion publique en a ras-le-bol des exigences de M. Zelensky, de la corruption qui l'entoure, des milliards d'euros qui vont là-bas. Ils ont ras-le-bol aussi de découvrir que les armes qui ont été envoyées en Ukraine, certaines se retrouvent justement au Moyen-Orient, ont été vendues au marché noir, se retrouvent dans les mains du Hamas, par exemple. Les contribuables américains, maintenant de façon massive, non seulement les républicains, mais même les démocrates, veulent que ça s'arrête. De telle sorte que les représentants républicains à Washington, à la Chambre des représentants, eh bien, vous l'avez vu peut-être, décidé d'accorder au président Biden la rallonge de 14 milliards de dollars d'aide à envoyer à Israël, mais en revanche ont refusé une nouvelle aide de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Au même moment, nous, en Europe, dirigés par Mme von der Leyen, dont la bêtise ne le dispute qu'à la corruption, Mme von der Leyen, ces jours-ci, s'est rendue, sans prévenir personne, s'est rendue à Kiev pour la 6e fois. Elle a annoncé un 12e train de sanctions contre la Russie. Elle a pris ça sur elle. Alors même que ces sanctions ne sanctionnent nullement la Russie, qui se porte comme un charme du point de vue économique, mais ces sanctions se retournent contre nous, contre la France en particulier, l'Europe plus généralement. Madame von der Leyen, qui a fait d'ailleurs voter, la Commission européenne, un train de 50 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine, qui a été voté par le Parlement européen, alors même qu'aux États-Unis, ça a été refusé à Biden. Est-ce que vous voyez le degré de soumission de l'Union européenne, de ses vassaux, alors même que leur maître lui-même renonce à dépenser son argent de façon aussi délirante, eh bien eux, ils continuent à se soumettre. Et la cerise sur le gâteau en politique intérieure, c'est que les députés européens français ont tous voté pour ces 50 milliards d'euros, sauf le Rassemblement national, mais M. Bardella et ses troupes ont jugé utile de s'abstenir. Quelle honte! Le Rassemblement national s'est abstenu.
Si nous avons, nous, des députés européens en juin prochain, et je fais tout pour que nous en ayons, et je vous demande de tout faire pour que l'UPR en ait, ben je peux vous dire que dans ce genre de situation, moi-même et tous les députés de l'UPR au Parlement européen, nous aurions voté contre l'envoi de 50 milliards d'euros supplémentaires, parce qu'il s'agit encore de politique aérienne. Le RN a dû se dire, si je vote pour, ça va pas plaire à mes électeurs, mais si je vote contre, ça va pas plaire à mes donneurs d'ordre, ceux-mêmes qui me donnent de l'argent, ceux-mêmes qui vont me pousser pour l'élection dans les médias et dans les instituts de sondage bidouillés. On en est là. Alors le résultat, c'est que tout ceci aboutit à un désastre. Le désastre, c'est que les Américains se sont permis de détruire Nord Stream 2, de nous forcer à nous procurer du gaz russe par des moyens détournés beaucoup plus chers que ce que nous devrions payer, de nous forcer à acquérir du gaz de schiste américain qui ravage d'ailleurs la planète et que nous payons hors de prix, de fournir de l'argent, de nous fournir auprès de l'Azerbaïdjan, ce qui permet à l'Azerbaïdjan d'ailleurs d'acheter des armes à Israël et ensuite de conquérir l'Arménie, et notre industrie, notre économie s'effondre. Le déficit de la France, ce déficit public, atteint de nouveaux records. La production industrielle continue à s'enfoncer. Et vous avez Blablator Premier, M. Macron, qui est là, de plus en plus déconnecté de la réalité, qui parle désormais dans le vide, comme c'était Rabelais qui, dans un de ses livres, parlait des coqs-cigrues, c'était un animal imaginaire, les coqs-cigrues qui bombinent dans le vide. C'est cité par De Gaulle dans une conversation qu'il a avec Alain Perfit. Voilà. M. Macron, c'est devenu une coqs-cigrue rabelaisienne qui bombine dans le vide. Il va falloir des années et des années pour redresser notre pays. Il va falloir que la France avale son calice jusqu'à la lie. Il va falloir que l'on constate, comme d'habitude, comme je l'annonce depuis des mois, depuis 1 an et demi, les Américains vont perdre cette guerre, comme ils ont perdu d'ailleurs la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Ben là, ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine. Et puis, évidemment, ils vont recracher comme un pépin de cerise Zelensky, qui, dans le meilleur des cas, pourra peut-être terminer sa vie dans un paradis fiscal où il aura planqué des milliards d'euros qui ont été versés notamment par les contribuables français. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que je m'adresse ici à toutes celles et tous ceux qui me regardent. Il faut que vous compreniez que la France souffre d'un mal très profond, c'est que nous ne sommes plus une démocratie. Il n'y a plus de libre débat. Les médias sont asservis à des intérêts qui rabâchent le narratif atlantiste. Et les médias, ainsi que des instituts de sondage, sélectionnent les candidats qu'on vous présente comme étant les futurs candidats, qui eux-mêmes sont donc sélectionnés par leur aptitude à la reptation, à ramper devant l'oncle Sam. Si vous continuez à faire confiance aux médias, si vous continuez à croire dans le narratif qu'ils vous assènent, si vous continuez à gober que le sauvetage de la France dépend de M. Attal, 35 ans, de M. Bardella, 28 ans, ou de M. Édouard Philippe, qui fait campagne sur son alopécie, si vous continuez à gober tout ça, si vous continuez à croire qu'il n'y a personne d'autre, parce qu'on ne vous présente personne d'autre, je suis très pessimiste sur l'avenir de notre pays. Mais il y a une possibilité, et vous la savez, vous la connaissez, du moins vous qui me regardez. La possibilité de donner un grand coup de balai dans tout ça va s'offrir à nous le 9 juin prochain, au moment de l'élection européenne. Il est vital que les Français se mobilisent pour voter pour le candidat et la liste qui va leur être cachée. Ce candidat et cette liste, c'est moi et c'est la liste de l'UPR. Nous allons être cachés parce que nous disons la vérité. Parce que je mets au défi quiconque qui me regarde.
de trouver, depuis le 22 février 2022, une seule fois où je me serais trompé dans l'analyse que je faisais de ce conflit en Ukraine. Je mets d'ailleurs au défi quiconque de trouver, au-delà de ça, des erreurs énormes que j'aurais pu faire en matière de stratégie depuis que j'ai créé l'UPR. Tout ce que j'ai dit, y compris le fait que l'Europe nous emmène vers la guerre, y compris que l'Europe nous emmène vers la destruction de nos libertés publiques, y compris le fait que l'Europe nous emmène vers la perte de pouvoir d'achat et la ruine et l'appauvrissement général. Tout ce que je ne cesse de dire depuis 16 ans et demi, y compris le fait que l'on ne peut pas changer l'Europe, tout ceci est en train de se réaliser maintenant sous vos yeux. C'est à vous de réfléchir en conscience. Quand je dis à vous, c'est toutes celles et tous ceux qui me regardent en ce moment, les sympathisants, les adhérents de l'UPR, mais tous ceux qui ont voté pour d'autres candidats. Réfléchissez au vote qui sera le vôtre aux européennes. Réfléchissez aux conséquences de ce vote. Si vous votez toujours pour les mêmes, qui toujours produiront les mêmes effets. Je voudrais aussi m'adresser ici, sans les citer nominativement, à tous les journalistes des grands médias mainstream qui me connaissent par cœur, dont je sais qu'un certain nombre d'entre eux trouvent que ce que je dis est très juste et qui ne m'invitent jamais. Vous avez une vraie responsabilité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de vos propres enfants, de vos amis, en ayant tué la possibilité qu'il y ait un débat ouvert, comme ça devrait être le cas dans une démocratie, que ce soit sur l'affaire ukrainienne ou maintenant d'ailleurs sur l'affaire Israël-Palestine, où l'on échauffe les esprits en donnant la parole à des partisans des extrêmes des deux bords. J'ai fait là une vidéo qui, en une dizaine de jours, a dépassé les 300 000 vues, où j'exprime ce qu'était et ce que devrait être la politique gaullienne sur la Palestine et l'Israël, où je formule des propositions de bon sens, conformes au droit international, pour faire en sorte que ces deux peuples puissent un jour coexister. Là aussi, là encore, là comme toujours, je n'ai jamais été invité. Et là aussi, là encore, là comme toujours, les Français sont obligés de se précipiter sur Internet pour écouter mes analyses. Là, je m'adresse à tous les journalistes qui m'écoutent. Ayez un peu plus de courage, même face au rédacteur en chef, face au patron du média pour lequel vous travaillez, face à la société des journalistes. Ayez le courage d'appliquer la charte de Munich de 1971 sur l'éthique du journalisme. Vive la République et vive la France.